Bon, il y a peut-être un groupe qui va se présenter, mais on fera une petite interruption si c'est le cas. Donc, consigne importante, les portables sont sur silencieux. N'oubliez pas de les allumer avant votre départ. Alors, vous êtes au village de la chimie, mais le nom complet, vous le voyez, c'est des sciences de la nature et de la vie. C'est pourquoi on va vous parler de quelque chose que vous connaissez certainement, qui s'appelle le biomimétisme. Et on a fait appel à une grande spécialiste, qui est une physico-chimiste et biologiste, donc qui s'appelle Kalina Raskin, qui vous dira peut-être quelques mots sur le CBIOS, puisque si les Américains ont développé depuis le début des années 2000 fortement cette idée de biomimétisme, je crois que les Français sont aussi très bien placés. Je vous laisse la parole, le monde vous écoute. Bonjour. Vous m'entendez là au micro, c'est bon ? Parfait. Je suis ravie d'être ici. Si je vous dis biomimétisme, du coup, je ne suis pas forcément sûre que tout le monde connaisse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une définition à me proposer du biomimétisme ? Allez-y, je vous en prie. Pardon ? J'entends pas. Je vous écoute. C'est quand on mime la biologie, oui, c'est quand on s'inspire du vivant, qu'on essaye d'imiter le vivant. À votre avis, pourquoi ça peut être intéressant d'imiter le vivant ? Et est-ce que vous avez des exemples d'imitation du vivant ? Oui. Les avions, allez-y, développez. Un peu plus fort. On s'inspire des aigles pour faire quoi ? Oui, mais pour faire quoi ? Pour travailler sur quoi ? Oui, des ailes, pour travailler sur le profil des ailes. Effectivement, on s'inspire en fait des rémiges, ce sont les très longues plumes qui sont au bout des ailes des aigles. Et en fait, ils se courbent. Si vous avez déjà vu des rapaces voler, vous voyez que leurs très grandes plumes, elles se courbent en fait au bout de l'aile pour améliorer en fait la circulation de l'air autour de l'aile, et ça facilite le vol de l'oiseau. Et effectivement, si vous regardez les avions aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont les ailes recourbées au bout, on appelle ça des winglets. Et ces winglets, ils permettent d'améliorer en fait l'efficacité du vol des avions et de consommer moins d'essence en fait pendant le vol. Donc ça, c'est un exemple effectivement dans l'aéronautique. Le biomimétisme est déjà très bien développé. D'autres exemples. Il y en a un que vous avez tous sur vous, de très grands exemples du biomimétisme. Vous l'avez tous sur vous. Oula. Non, personne ? Le velcro, le scratch. Ouais. Le scratch, à votre avis, ça pourrait être inspiré de quoi, le scratch, dans le vivant ? Qu'est-ce qui ressemble au scratch dans le vivant ? Non, c'est pas le lézard, c'est pas le même phénomène. Non, pas les sourcils. Les sourcils, ils s'accrochent pas, les sourcils. Qu'est-ce qui aurait besoin de s'accrocher à d'autres... c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Non. Dans le végétal. Vous êtes tous dans le monde animal, là. Non, végétal. Qu'est-ce qui s'accroche dans le végétal ? Non. Qu'est-ce qui a besoin de se déplacer et qui n'a pas de pattes pour se déplacer ? Les graines, voilà. Les graines, la fleur de bardane. C'est inspiré de la fleur de bardane, qui est une petite graine qui a des crochets. Et en fait, dans le vivant, vous savez, les graines, évidemment, elles ont besoin d'autres véhicules que la locomotion pour se déplacer. Et donc, elles vont en général utiliser différentes stratégies. Il y en a beaucoup qui utilisent le vent. Et puis, il y en a certaines qui utilisent ce qu'on appelle la zoochorie, animaux chorie portés. Donc, se faire porter par les animaux. Et donc, par exemple, la fleur de bardane, c'est exactement le même principe. Vous savez, quand vous vous baladez l'été dans des champs, vous avez des petites boules qui s'accrochent à vos chaussettes. Voilà. Et ces petites boules, c'est exactement le même principe. En fait, vous avez des petits crochets sur la graine, qui sont tout petits et qui viennent s'accrocher à la moindre fibre. Et donc, par exemple, dans le vivant, quand vous avez un animal qui passe à proximité de la plante, la graine va venir s'accrocher à la fourrure de l'animal, et puis comme ça, va se faire transporter. Et c'est exactement ça qui a inspiré Georges de Mestral, il y a quelques décennies maintenant, pour inventer le scratch que vous avez absolument partout, qui est un système d'accroche efficace, tenace et réversible.
Donc c'est par rapport au col conventionnel, c'est extrêmement intéressant. Il y a un autre très grand exemple, très célèbre du biomimétisme. Est-ce que vous avez en tête cet exemple-là? En général, quand on entend parler du biomimétisme, on en parle tout le temps de celui-là. Non? Voilà, le TGV japonais. Eh oui, le Shinkansen, donc qui est l'équivalent de notre TGV à nous, doit traverser à très grande vitesse des régions très montagneuses. Et donc, ça veut dire qu'il doit passer à travers des tunnels. Mais donc, il doit passer à travers des tunnels à très grande vitesse. Et en fait, ça crée une surpression, puisque vous allez rentrer dans un tube qui est tout petit. Donc, vous avez tous remarqué que si vous faites rentrer un objet à très grande vitesse dans un milieu qui est confiné, eh bien, vous allez avoir une surpression qui va se produire. Et en fait, cette surpression, ça va générer des vibrations, du bruit, ralentir le train. Et donc, ça fait du bruit, donc c'est très désagréable, des vibrations, c'est très désagréable aussi, puis ça fait des pertes d'énergie, forcément. Et il se trouve que parmi les ingénieurs qui ont travaillé sur le reprofilage de ce train, il y avait un ornithologue. Vous savez ce que c'est un ornithologue? C'est quoi l'ornithologie? C'est l'étude, c'est les spécialistes des oiseaux. Et donc, il y avait un spécialiste des oiseaux. Et il s'est dit, tiens, il y a quel oiseau est capable d'aller à très grande vitesse en passant, par exemple, d'un milieu à un autre, parce que c'est à peu près le même principe. C'est en gros, vous devez passer, quand vous êtes dans l'air, à l'air libre dans le train, voilà, on va dire c'est l'équivalent de l'air libre pour l'oiseau, et puis après, vous devez rentrer dans un milieu qui est beaucoup plus dense. Par exemple, est-ce qu'il y a des oiseaux qui font ça? Le faucon, ouais, mais il ne change pas, il est tout le temps dans l'air. D'un milieu à un autre, il faut passer de l'air à un autre milieu. Le pigeon, il fait quoi? Il plonge, le pigeon? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un martin pêcheur? Est-ce que vous avez déjà vu un martin pêcheur? Un martin pêcheur, c'est ces oiseaux très beaux, très colorés. C'est cet oiseau très joli, très coloré que vous pouvez voir au bord des rivières et qui doit pêcher du poisson pour se nourrir. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le prochain qui parle, il vient à ma place parler. Donc c'est un oiseau qui doit plonger à très grande vitesse. Et son enjeu, c'est de faire le moins de remous possible pour attraper le poisson qui est en dessous de l'eau, parce qu'il faut bien qu'il puisse se nourrir. Et donc il a un bec qui est profilé de façon à pouvoir rentrer avec le moins comme les plongeurs, quand vous voyez des compétitions de natation, il faut qu'ils fassent le moins de gouttes possible. Là, c'est le même principe, il faut qu'ils rentrent avec le moins de gouttes possible, le moins de remous possible pour avoir une chance d'attraper son poisson. Et donc ça a inspiré le profil d'un train qui s'appelle donc le TGV Shinkansen. Et donc on voit ici, au milieu, on voit, il a été reprofilé de la même forme que le bec du martin pêcheur pour augmenter, limiter les vibrations, limiter le bruit et augmenter et diminuer la consommation d'énergie lorsqu'il rentre dans le tunnel. Donc on a parlé, vous avez vu des winglets tout à l'heure, on a parlé du velcro. Et puis, il y a un autre grand champ disciplinaire dans lequel c'est très développé, c'est le domaine de la robotique. Parce que quand on veut créer des robots, en fait, on veut créer des organismes artificiels, et donc aussi bien sur la locomotion que sur la façon de gérer l'information, le signal, etc. On va s'inspirer aussi du vivant. Et je vous encourage à aller regarder des vidéos de cette entreprise qui s'appelle Festo, qui est une entreprise allemande et qui développe des robots absolument incroyables, des robots qui sautent comme les kangourous pour imaginer des nouveaux modèles de locomotion des espèces, parce que vous n'avez pas de roues dans le vivant, donc vous avez plein d'autres stratégies de locomotion qui ont été développées qui peuvent être intéressantes sur certains terrains accidentés, le vol évidemment, et puis des outils de préhension. Donc ils ont développé des outils de préhension industrielle qui ressemblent par exemple à la trompe de l'éléphant ou qui ressemblent à la langue du caméléon. Et donc ça, c'est des outils qui sont très efficaces parce qu'en fait, la langue du caméléon, non seulement elle colle, mais en plus, elle vient se déformer pour venir épouser les formes de n'importe quel objet. Et donc, ils se sont inspirés de ça pour développer des nouveaux moyens de préhension dans l'industrie. Et puis, vous avez... plus récemment, ça c'est des photos qui viennent du Muséum d'histoire naturelle, vous avez des constructeurs en mécanique notamment et en aéronautique qui s'intéressent au squelette et au mouvement des squelettes de plusieurs espèces animales et notamment chez certains oiseaux pour pouvoir développer des nouveaux systèmes mécaniques ultra performants. Par exemple, vous voyez le cou de la chouette. La chouette, elle est quasiment capable de faire un tour à pas loin de 360 et donc c'est très intéressant du point de vue des articulations et donc je sais qu'il y a aujourd'hui
aujourd'hui des constructeurs français d'hélicoptères qui veulent s'inspirer de la façon dont la chouette tourne sa tête pour développer des nouveaux systèmes mécaniques. Mais alors pourquoi est-ce que le biométisme, en fait, ça a toujours existé, hein, même à l'époque de nos ancêtres, parce que lorsque on parle par exemple typiquement des techniques de chasse, à l'époque, on s'inspirait vraiment de la façon dont les chasseurs et les prédateurs autres que l'espèce humaine travaillaient pour pouvoir développer des techniques de chasse innovantes. Donc ça a toujours existé, je vous ai dit, ça existait dans le domaine de l'aéronautique, ça existe depuis longtemps dans le domaine de l'informatique, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure, mais en fait dans la plupart de vos smartphones ou de vos tablettes ou de vos ordinateurs, en fait vous avez derrière des mathématiques, ce qu'on appelle les algorithmes, je pense que vous savez tous à peu près de quoi je parle quand je dis un algorithme, et donc beaucoup de ces mathématiques sont inspirées de la façon dont les systèmes vivants fonctionnent. Par exemple, comment fonctionnent les réseaux de neurones dans nos cerveaux, comment fonctionne l'intelligence des essaims. Les essaims, ce sont par exemple les groupes d'abeilles, les groupes de fourmis. Elles sont capables de prendre des décisions très compliquées, alors qu'elles sont à titre individuel de fonctionnement relativement simple. Et donc tout ça, ce sont des choses qui existent depuis longtemps dans le domaine des mathématiques, depuis on va dire le siècle dernier, depuis le développement de l'informatique, pour développer des systèmes performants, intelligents et performants. Mais on voit vraiment qu'il y a un très gros regain d'intérêt depuis 15 ans. Pas un regain d'intérêt, une focalisation, on va dire, sur le biométisme, qui est de plus en plus reconnu comme une approche intéressante. Et en fait, ça vient de... Il y a plusieurs explications à ça. D'une part, c'est que nos connaissances en biologie, elles ont énormément progressé. Hein. Moi, quand mon papa avait mon âge, je pense qu'on devait à peine découvrir un petit peu comment fonctionnait la génétique. Et aujourd'hui, je pense que tout ça est enseigné très largement, je ne sais pas, peut-être déjà dès le collège. En tout cas, à mon époque, c'était fin du collège, début du lycée, donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est même plus tôt. On vous enseigne de la génétique un peu ou pas ? Pas encore, ça va pas tarder. Et donc on l'enseigne maintenant à des adolescents, parce qu'on a énormément progressé en termes de connaissances scientifiques. Aujourd'hui, on sait comprendre les mécanismes aux toutes petites échelles qui gèrent justement la génétique dans le vivant. Donc on a énormément amélioré nos connaissances dans le vivant. C'est vrai aussi aux très grandes échelles maintenant, parce qu'on a des satellites, parce qu'on a des moyens d'observation de la planète entière. On est capable de comprendre aussi des grands cycles des écosystèmes, donc à la fois des toutes petites échelles moléculaires jusqu'aux écosystèmes naturels. On a aujourd'hui des connaissances en biologie qui s'accroissent de façon presque exponentielle. Et ça, c'est dû au fait que nos progrès techniques d'exploration, la microscopie, je vous ai dit, les systèmes satellitaires, permettent cette exploration-là. Et inversement, on parlera un tout petit peu des matériaux naturels tout à l'heure. Les matériaux naturels, ils sont absolument remarquables du point de vue de leur performance mécanique. Pourtant, ils ont des compositions chimiques très simples, enfin relativement simples. C'est dû tout simplement à la structure et à l'architecture. Et aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir faire comme la nature pour pouvoir produire des matériaux, sauf que c'est très compliqué à produire vu la quantité de matière que nous, on a à fabriquer par rapport à nos besoins. Et il y a la nécessité de faire évoluer aussi la façon dont on fabrique les matériaux. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'impression 3D, par exemple ? Ouais. En gros, comment aujourd'hui, quand on veut fabriquer des matériaux, on va prendre un gros bloc et le tailler, ou alors on va faire fondre des matériaux et les mettre dans un moule, mais on perd beaucoup de matière, c'est pas forcément très efficace. Alors que la nature, ce qu'elle fait pour fabriquer de la matière, c'est qu'elle va ajuster des couches les unes sur les autres et elle va construire au fur et à mesure la forme exacte qu'elle veut sans trop de perte de matière. Et aujourd'hui, on sait faire ce genre de choses-là et on sait aujourd'hui s'approcher des caractéristiques des architectures, des matériaux naturels pour pouvoir le faire. Donc on a une coévolution en fait entre les connaissances du vivant et les progrès techniques qui expliquent entre autres pourquoi le biomimétisme inspiré du vivant, ça intéresse de plus en plus les ingénieurs. Et puis il y a aussi une reconnaissance maintenant, j'espère généralisée, j'espère que vous faites partie de la génération qui est absolument convaincue qu'on a des grands problèmes de société à résoudre, notamment des problèmes environnementaux. On a accueilli la conférence climatique fin 2015, donc je pense que vous êtes tous conscients qu'on a des grands enjeux devant nous et que vous allez être la génération qui va devoir surtout essayer de trouver des solutions innovantes par rapport à ça, qu'il va falloir innover autrement et que se réinspirer du vivant, s'inspirer de 4 milliards d'années d'évolution, d'adaptation et d'optimisation de systèmes, c'est probablement une bonne piste pour pouvoir améliorer le fonctionnement de notre société humaine. Et alors c'est particulièrement vrai dans des domaines à très gros impact, à très gros enjeux. L'énergie, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, on utilise surtout quoi comme énergie ? Celle qui pose le plus de problèmes.
Le nucléaire, oui, ça pose problème aussi, mais il y en a une qui pose beaucoup plus de problèmes. Le fossile, voilà. L'énergie fossile, pétrole, charbon. Hein, et ça pose des problèmes parce que l'extraction est lourde et qu'on augmente quoi quand on utilise le charbon et le pétrole, c'est quoi le problème? C'est quoi les problèmes de l'utilisation du pétrole? Ouais, il y a de la pollution, hein, on émet des gaz à effet de serre. Et il y a quoi d'autre comme problème aussi qui va se poser de toute façon par rapport à l'utilisation du fossile? Il n'y en aura pas toujours. Hein, il n'y en aura pas toujours parce que forcément, hein, c'est une ressource qui est par définition limitée, donc on ne pourra pas en utiliser indéfiniment. Et elle se renouvelle très très lentement. Hein. On ne peut pas se dire, ah bah tiens, de toute façon, c'est pas grave, on va attendre qu'elle se renouvelle. Ça met plusieurs centaines de milliers, voire millions d'années à se fabriquer le pétrole. Le pétrole, ça vient d'où? Ouais, non mais c'est quoi qui forme le pétrole? Oui, ce sont les êtres vivants qui se décomposent en fait. Donc ce qu'on brûle, c'est du vivant hein, quand on fait du pétrole. C'est ce qui n'a pas eu le temps d'être décomposé par les cycles de décomposition. Et donc le pétrole, c'est une accumulation en fait de matière organique qu'on brûle en fait. Hein. Et donc on vient remettre dans l'atmosphère du CO2 qui avait été séquestré pendant assez longtemps. Et ce pétrole, forcément, il se renouvelle très doucement. Donc, du coup, de toute façon, on n'en aura plus bientôt. Donc, il va falloir trouver des alternatives. Le nucléaire, c'est probablement une alternative possible, sauf qu'il y a des énormes risques, évidemment, liés à l'utilisation du nucléaire. Et bon, je pense que les actualités récentes le montrent. Donc, ce n'est pas forcément la seule solution vers laquelle il faudra aller. Donc, il faut développer des stratégies alternatives. C'est quoi l'énergie qui est la plus utilisée dans le vivant? L'entrée primaire d'énergie dans le vivant, c'est le soleil. Voilà, bon, c'est marqué dessus. Hein, c'est le soleil, par l'intermédiaire des végétaux. Effectivement, parce que c'est une énergie abondante, inépuisable, hein, quasiment. On a quelques milliards d'années devant nous. Et qui est effectivement l'entrée d'énergie dans tout le système vivant, hein, parce que vous avez des plantes, et ces plantes, elles absorbent l'énergie du soleil pour fabriquer leur matière, et puis après, les autres organismes, ils vont consommer les plantes, et puis ils vont se consommer entre eux, mais l'entrée primaire d'énergie dans tout le système vivant, à 99% au moins, c'est l'énergie solaire. Et donc aujourd'hui, ça fait partie, comme vous le savez tous, des choses qu'on envisage pour la transition énergétique. C'est hein, l'énergie solaire. Les autres choses qu'on envisage, c'est de séquestrer le CO2. Hein, alors il faut toujours qu'il y ait du CO2, hein, bien sûr. Hein, l'oxygène, s'il y en a trop, c'est toxique aussi. Mais il faut avoir des concentrations de CO2 qui soient bonnes. Et donc il faut envisager des nouvelles stratégies pour séquestrer le CO2 qu'on a un peu trop émis sur les dernières années et qu'on va continuer encore à émettre pendant quelques décennies aussi. Donc il va falloir trouver des stratégies pour le séquestrer. Il y a peut-être plus intelligent que de l'enfoncer sous le sol, parce que le vivant, ce qu'il fait, c'est qu'il fabrique toute sa matière à partir d'une brique de base essentielle qui est le CO2. Donc il va falloir apprendre à utiliser le CO2. Et puis, il va falloir aussi apprendre à optimiser l'utilisation de la ressource en fonction des saisons. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, on peut avoir des problèmes en hiver d'utilisation de l'énergie, donc il va falloir trouver des systèmes un petit peu hybrides. Et que probablement, on va aller plus tard vers un système où on n'aura plus juste des grosses centrales, mais où chacun pourra produire une énergie à son échelle locale, et tout ça viendra nourrir un réseau énergétique intelligent qui sera extrêmement adaptable aux conditions de l'environnement. Et ça, si vous regardez un petit peu ces grandes idées qui sont en train d'être poussées par l'État, par le gouvernement, par l'industrie autour de l'énergie, c'est exactement ce que le vivant fait depuis quelques milliards d'années. Et dans les exemples, pour moi, les plus remarquables, et je crois que l'an dernier, il y avait une conférence effectivement de Marc Fontcave à ce sujet. Donc Marc Fontcave et toute une équipe de recherche qui se répartit entre l'Université Pierre et Marie Curie et le CEA à Grenoble, travaillent sur la production d'hydrogène par voie bio-inspirée. Et en fait, l'hydrogène, c'est un peu la grande promesse d'énergie propre de demain. En gros, vous brûlez de l'hydrogène et ce qui vous ressort, hein, c'est en gros de l'eau qui va ressortir. Et de l'eau et de l'oxygène, évidemment. Et le gros problème de l'hydrogène, c'est d'accord, c'est super l'hydrogène, mais comment on va le produire? Parce que ça va forcément coûter de l'énergie de le produire. Et donc, voilà, comment on fabrique une énergie qui ne coûte pas trop d'énergie à être produite? Et ils sont inspirés de la stratégie des plantes de pouvoir, en fait, la plante, elle est en capacité à l'échelle chimique de fabriquer l'équivalent de l'hydrogène. Et donc, ils sont allés s'inspirer de la chimie des plantes, qu'ils ont adapté à des systèmes électriques. Alors, je schématise, imaginez que voilà, ils ont pris une molécule spécifique qui s'appelle une hydrogénase, qui a pour rôle dans le vivant de fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau. Et ils vont venir la greffer sur des électrodes. Hein, je pense que vous savez tous ce qu'est une électrode. Et en gros, vous allez mettre cette électrode au soleil dans un bécher d'eau.
je schématise très grossièrement, et vous allez avoir de l'hydrogène qui va buller grâce à ce système chimique. Et donc ça, c'est une stratégie très prometteuse de fabriquer de l'hydrogène en s'inspirant de la chimie des plantes. Et donc ce sont des travaux qui sont très largement développés à l'international, et on a la chance en France d'avoir vraiment une équipe d'excellence reconnue à l'échelle internationale sur ce sujet-là. Donc photosynthèse artificielle, c'est probablement un des grands enjeux et des grandes promesses du biométisme de demain. Dans le domaine des matériaux aussi, c'est absolument fabuleux. Si vous regardez la diversité des matériaux du vivant, ils ont tous des propriétés remarquables. Ils sont plein de fonctions différentes, ils sont multifonctionnels. Là où nous, on va accumuler différentes couches pour avoir différentes fonctions, souvent dans le vivant, un seul et même matériau, il va jouer plein de rôles différents. On va voir quelques illustrations. Ils réagissent à l'environnement, ils stockent le CO2, parce que je vous ai dit, le CO2, c'est la brique de base du vivant, alors que nous, quand on fabrique des matériaux, on émet du CO2. Ils sont en général biocompatibles, recyclables. Il y a en gros 3 familles de polymères principaux dans les phénomènes biologiques, 3 grandes familles de molécules dans le domaine biologique qu'on utilise pour construire la matière, là où dans l'industrie chimique, on en est, je crois, à 350 typologies de molécules différentes. Donc, ce qui pose évidemment la question de leur recyclage, de leur réutilisation, de leur production par rapport à ce que fait le vivant. Ils sont auto-assemblés, on en a parlé tout à l'heure, par manufacture additive. Ils se construisent couche par couche, les matériaux du vivant. Et donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, vous avez en général une composition chimique très simple des matériaux du vivant. Donc là, c'est une palette de matériaux très simple. Vous avez par exemple là-haut les denticules et les écailles d'un lézard qui vit dans le désert et qui en fait a sa peau est fait comme une carapace anti-abrasive, c'est-à-dire qu'il peut aller dans le sable, il sera jamais abîmé par les grains de sable. Vous savez que le sable c'est très abrasif, on peut l'utiliser justement pour lisser des surfaces parce que ça vient frotter et limer les surfaces, et donc lui il a développé une carapace pour faire ça. Là vous avez les denticules de requin, les denticules de requin qui sont juste là, ils améliorent énormément par leur forme l'écoulement autour de la peau du requin, et donc ça limite beaucoup les frottements. Et ça a inspiré typiquement des combinaisons de natation qui ont été interdites parce qu'elles étaient efficaces. Vous avez notre peau, elle cicatrise. Vous imaginez que demain, on ait des matériaux, hop, ils s'abîment et hop, ils cicatrisent tout seuls comme notre peau. Ça serait pas mal. Le corail, il a des caractéristiques anti-UV. Le corail, il est en général tout près de l'eau et il doit rester vivant tout en ne se faisant pas griller par les ultraviolets, comme nous. Nous, on est obligé de mettre la crème. Lui, il a une crème naturelle. Et puis, vous avez des matériaux extrêmement sensibles. Typiquement, la peau d'un serpent a des récepteurs et des capteurs qui sont très sensibles typiquement à la température. Le capteur principal du serpent, c'est la température. Et puis, vous avez d'autres systèmes de cils, etc., comme dans nos oreilles, qui permettent de capter plein d'autres signaux. Et donc, vous avez des matériaux avec des très grandes diversités de fonctions. J'en ai listé plein ici. On va en illustrer et préciser quelques-uns juste après. Mais ce qui est en fait fascinant avec ces matériaux-là, c'est qu'ils ont une composition chimique très simple. Nous, aujourd'hui, quand on fabrique des matériaux, on utilise quasiment tout le tableau périodique des éléments. Là où le vivant, il est allé chercher principalement, en proportion, les éléments qui sont les plus abondants sur la croûte terrestre, parce qu'en gros, ça coûtait quand même moins cher en énergie que d'aller chercher des éléments qui sont largement abondants. Donc le vivant, il utilise principalement les CHOMPS, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. Et bien sûr qu'il y a des minéraux, bien sûr qu'il y a des particules métalliques qui jouent des rôles fondamentaux du point de vue de la chimie du vivant, mais c'est toujours présent à l'état de trace. Alors que nous, on a adopté une stratégie plutôt inverse. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes à terme pour l'évolution des matériaux et de la chimie. Et donc avec une composition très simple, par exemple la coquille de l'ormeau, c'est une des céramiques les plus remarquables qui soient. Vous prenez d'autres coquilles comme l'huître, etc., c'est à peu près le même principe. Et pourtant, c'est fabriqué avec quasiment que du calcaire. Et le calcaire, c'est exactement la même matière que la craie. Vous voyez que la craie, vous êtes capable de la casser très facilement, alors que la coquille d'un coquillage, je pense que vous avez tous expérimenté, que c'est quand même sacrément résistant en fonction des coquillages. Par exemple, les huîtres, par exemple, l'ormeau, si vous vous promenez sur la plage. Et ça, c'est dû au fait que vous avez une organisation de la structure et de la matière qui est extrêmement efficace et qui va venir absorber les chocs et apporter une très grande résistance à cette matière-là, alors que pourtant, la composition chimique est très simple. Alors, je vous encourage, il y aura tout à l'heure une intervention de Serge Berthier, et elle sera enregistrée, donc je vous encourage à aller la regarder. Dans les matériaux absolument fascinants, il y a l'aile du papillon morpho. Le papillon morpho, c'est un papillon bleu, iridescent, c'est-à-dire qu'en gros, ça ressemble un petit peu à la peinture métallisée avec des reflets, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout une couleur chimique, il n'y a pas un pigment. Le bleu, il vient juste de l'interaction de la surface du matériau avec la lumière. Et en fait, c'est que sa surface, elle est
nanostructurés, micro et nanostructurés, et il y a des espèces de tout petits peignes. Des tout petits peignes à sa surface qui vont venir interagir avec la lumière et qui vont générer cette couleur bleue. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est multifonctionnel. Donc, la couleur bleue, la couleur en général dans le vivant, souvent, ça a un rôle pour se signaler ou pour la reproduction, typiquement. Donc, c'est un bleu magnifique pour se faire reconnaître de ses congénères. Mais en plus, un papillon, il ne faut pas qu'il se mouille, hein, parce que sinon, c'est un problème, évidemment, ses ailes se collent, etc. Et donc, on s'est aperçu que l'aile du papillon morpho en particulier, mais plusieurs ailes de papillon sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles viennent repousser l'eau. Et c'est toujours la même structure qui génère cette propriété-là. Et Serge Berthier s'est aussi intéressé à la capacité des ailes de certains papillons, et notamment des papillons un peu plus sombres, à filtrer la lumière du soleil, c'est-à-dire pour les chauffer juste assez pour qu'ils puissent voler, mais pas trop chaud non plus pour pas qu'ils grillent. Et donc, il est en train de travailler avec des fabricants de panneaux solaires. En fait, aujourd'hui, les panneaux solaires qu'on essaye d'exploiter, on perd beaucoup d'énergie et beaucoup de rendement parce qu'ils s'échauffent trop. Et donc, il y a un enjeu de limiter, alors qu'ils sont en plein soleil, le fait qu'ils s'échauffent trop, les panneaux. Et donc, il est en train de travailler avec eux pour voir comment est-ce qu'on pourrait créer des revêtements de ces panneaux solaires inspirés de l'aile du papillon pour diminuer en fait l'échauffement de ces ailes-là. Et puis aujourd'hui, on a même développé des détecteurs de gaz, hein, pour des questions de sécurité par exemple, qui s'inspirent aussi de ce peigne d'ailes de papillon. Ça, c'est une autre structure de bleu absolument magnifique, et cette fois, c'est chez les plantes, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est une baie, vous voyez cette couleur, on a l'impression que c'est presque artificiel, alors qu'en fait, c'est un organisme vivant, une plante qui fabrique ça. Et ça, c'est un peu le même principe, c'est que vous avez des petites fibrilles de cellulose. Hein. La cellulose, c'est une des grandes molécules qui constituent le bois. Et en fait, vous avez une organisation de ces fibres qui va faire que ça va, un peu comme le peigne tout à l'heure, interagir avec la lumière et fabriquer cette lumière bleue absolument magnifique. Il y a un autre grand champ de développement du biomimétisme qui est sur les adhésifs. Aujourd'hui, alors j'ai rien contre Ikea, mais je pense que vous avez tous remarqué que quand on achète un meuble chez Ikea, après on est obligé d'ouvrir la fenêtre pendant assez longtemps parce que ça sent pas très bon et parce qu'en fait il y a plein de produits toxiques dedans, et notamment ce qu'on appelle du formaldéhyde, qui constitue qui est un des composants de beaucoup de nos adhésifs et notamment de nos adhésifs pour le mobilier. Et c'est un énorme problème sanitaire public. Hein. La qualité de l'air, et en particulier la qualité de l'air intérieur, est un énorme problème. On pense aujourd'hui que la qualité de l'air intérieur de nos appartements est pire que la qualité de l'air extérieur. Donc il y a un enjeu de travailler sur ces molécules là. Et là, pareil, le vivant, il regorge de pistes pour faire des colles innovantes. On a parlé du velcro tout à l'heure, hein, donc c'est une colle sèche. Il y a une autre colle à peu près sèche qui est celle de la patte du gecko. Hein. Il y en a un tout à l'heure qui m'a cité le gecko. Le gecko, c'est ce lézard qui arrive à marcher sur les vitres, hein, qui sont extrêmement lisses. Et en fait, ça vient, cette capacité à adhérer, du fait qu'il a des millions, voire plus, des millions de petits cils, en fait, avec des extrémités très très fines, vraiment toutes petites, aux échelles nanométriques, qui vont venir interagir avec la matière de la surface. Vous apprendrez plus tard de quel phénomène physique il s'agit. Et donc, c'est en fait sur une toute petite patte, le fait qu'il y ait autant de cils, ça va venir décupler en fait l'effet d'adhésion. Et c'est comme ça que le gecko est capable de marcher sur les vitres. Et ça a inspiré un fabricant de moquettes qui s'appelle Interface, qui fabrique les moquettes en dalles pour développer des nouveaux systèmes de patch, d'adhésifs entre les dalles de moquettes et limiter ainsi la quantité de colle qui est utilisée habituellement pour les moquettes. Les moquettes, c'est un énorme problème. On badigeonne en général de colle et on met au sol, et c'est pas du tout bon pour la santé. Il y a un autre exemple qui est magnifique, c'est celle du bisus de moule. La moule, elle est extrêmement bien accrochée à son rocher, je pense que vous avez tous expérimenté ça, et en fait c'est dû au fait qu'elle a des filaments qui ont une composition chimique bien particulière, notamment qui contiennent ce qu'on appelle de la dopamine. Et c'est cette chimie-là, du bisus de moule, qui va permettre en fait, de faire une excellente colle. Et il y a aujourd'hui des fabricants de contreplaqués. Les contreplaqués, c'est typiquement, je pense, peut-être ce que vous avez ici. C'est en gros les lamelles de bois qui sont collées entre elles. Et c'est là où il y a des gros problèmes en fait, de colle, comme je le disais tout à l'heure, notamment dans le mobilier. Et donc, ils ont développé des colles inspirées de ça. Vous avez plus récemment une entreprise basée en France, alors, qui porte mal son nom, parce que ça s'appelle Gecko Biomédical, mais ça n'a rien à voir avec le gecko. C'est un autre adhésif qui est présent dans le vivant, qui est extrêmement performant. Vous avez le ver marin, ce ver marin-là, pour se nourrir, il filtre l'eau. Et pour pouvoir filtrer l'eau en toute sécurité sans se faire manger par ses prédateurs, il s'entoure en fait d'un petit tube qu'il crée lui-même en assemblant des grains de sable entre eux.
Mais je pense que vous avez tous expérimenté le fait que dans l'eau, le sable, forcément, il se désagrège. Hein. Et donc lui, il a développé une salive qui est extrêmement performante et qui permet d'agréger les grains de sable entre eux sous l'eau. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, notamment, donc notre corps, vous savez que dans notre corps, il y a beaucoup d'eau, pour développer des colles chirurgicales, en fait, qui sont biocompatibles, c'est-à-dire compatibles avec le corps humain, et qui sont, du coup, qui limitent énormément les séquelles dues à des sutures lorsqu'on voudrait, évidemment, coudre, etc., lors d'une intervention chirurgicale. Et donc, ils ont développé des colles chirurgicales inspirées de ce ver marin-là. Et puis, il y a un nouveau modèle qui est en train d'apparaître, qui est très joli modèle, à mon avis, et sur lequel on aura probablement bientôt pas mal d'inspiration, qui est la colle du lierre. Pareil, le lierre, vous en avez partout. Si vous essayez de décrocher du lierre de son mur, vous verrez que c'est un végétal qui colle extrêmement bien. Et ça, c'est dû non seulement à des petits filaments qu'il en fait, développe et qui vont rentrer dans les moindres porosités du mur, mais aussi parce qu'il va émettre une colle qui est extrêmement efficace et qui pourrait, alors sur je crois que les évaluations, c'est que 1 cm² de colle de lierre peut supporter jusqu'à 1 tonne de poids. Donc ça vous donne une idée de la résistance de ce genre d'adhésif. Alors ça, c'est un très joli exemple de matériaux du vivant. C'est un petit scarabée qui vit dans le désert. C'est quoi un énorme enjeu des animaux qui vivent dans le désert? C'est de trouver quoi? De l'eau. Voilà, de l'eau pour boire. Et donc, en fait, ce scarabée, il a trouvé une stratégie, c'est de récupérer... Où est-ce qu'il y a de l'eau dans le désert? Ouais, mais sinon, il y en a à peu près tous les jours. Dans quoi? Dans l'air. Dans l'air, l'eau de rosée. Dans l'eau de rosée, en fait. Vous pouvez récupérer de l'eau de rosée. Vous savez tout ce que c'est la rosée du matin. Et en fait, dans le désert, vous avez aussi de l'eau qui est présente dans l'air. Et en fait, ce scarabée, vous savez que la nuit, il fait très froid. Et donc sa carapace, ça va se refroidir. Et puis le matin, l'air va se réchauffer quand le soleil va se lever. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va monter en haut de la dune. Et puis, comme il y a une différence de température entre sa carapace qui est un peu plus froide et l'air qui est en train de se chauffer, l'eau qui est dans l'air, du coup, est un peu plus chaude. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui se passe quand on a une surface froide et de l'eau et de la vapeur d'eau? Ça condense. Voilà, ça condense. Hein. Typiquement la buée que vous avez sur vos miroirs. C'est exactement le même principe. Sauf que lui, il a développé une carapace particulière qui va accélérer la condensation et faciliter la condensation. Et ce qu'il va faire, c'est que il va rester comme ça un certain temps. À la fin, il va se pencher et toute l'eau qui est accumulée sur sa carapace va venir glisser sous forme d'une grosse goutte au niveau de sa tête et il va avoir sa dose d'eau pour la journée. Donc c'est sacrément sympathique, mais c'est très sérieux parce qu'il y a un énorme enjeu de pouvoir capter de l'eau de rosée dans certaines régions où l'eau se fait de plus en plus rare. L'intérêt de l'eau de rosée, c'est qu'en plus elle est potable par rapport à l'eau de pluie qui va être chargée de polluants. L'eau de rosée, elle n'a pas eu le temps de se charger de polluants, donc elle est potable en l'état. Et donc imaginez qu'on puisse créer des très grandes surfaces qui imitent en fait la carapace de ce scarabée. Alors ce scarabée, en fait, il a des petites bosses qui attirent l'eau et des petits creux qui repoussent l'eau, et ça va accélérer la condensation. Et donc on peut très bien imaginer qu'on va créer des surfaces un petit peu équivalentes. Qu'on va pouvoir mettre typiquement en zone désertique pour récupérer de l'eau, qui vont pouvoir servir notamment à obtenir de l'eau potable. Il y a un autre exemple très joli. Alors apparemment, sur le village de la Chimie, vous avez des démonstrations de cet effet qui est la feuille de lotus. Alors vous verrez sur le stand, mais sinon dans beaucoup de jardins, et je sais qu'au parc floral en général, au printemps et en été, ils en ont, c'est des très grandes feuilles qui sont déperlantes, c'est-à-dire à peu près comme vos vêtements déperlants, là, avec les gouttes qui roulent dessus. Vous avez des plantes qui font ça naturellement, et d'ailleurs ces phénomènes-là que vous voyez sont en général inspirés de cette feuille de lotus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à la surface de cette feuille de lotus? Je vous encourage vraiment à le faire, à vous amuser avec une goutte d'eau sur les feuilles de lotus, c'est très spectaculaire. Ça marche aussi sur les capucines, ça marche aussi sur les géraniums, un peu moins bien, ou sur les pétales de rose, ça marche aussi assez bien, vous pourrez faire le test. Et en fait, c'est un peu moi ce que j'appelle l'effet fakir. Imaginez que vous avez un tapis avec des clous et que vous essayez de lancer une bille dessus. Si l'écartement des clous il est suffisamment étroit, votre bille, elle n'arrivera pas à rentrer entre les clous. Et donc c'est exactement le même principe. Donc là, vous avez la feuille, à la surface de la feuille, en fait, de la plante, à des très petites échelles, vous avez des espèces de petits clous qui en plus sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils vont repousser l'eau. Et en fait, la goutte d'eau va jamais s'étaler sur la surface. Et donc s'il y a des saletés, elle va les embarquer avec elle. Et donc c'est à la fois déperlant et auto-nettoyant. Et donc ça permet de développer typiquement aujourd'hui des surfaces auto-nettoyantes. D'autres exemples, c'est le Graal un petit peu des biomiméticiens, c'est de faire de la soie d'araignée. La soie d'araignée, c'est
c'est plus résistant que l'acier à la même échelle, ou des carapaces artificielles. Et ce qui est intéressant dans ces matériaux-là du vivant, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que ce qui fait la résistance des matériaux du vivant, c'est souvent vous avez une alternance entre des parties du matériau qui vont être très souples et des parties du matériau qui vont être un peu plus dures. Et donc vous allez à la fois avoir de l'élasticité et à la fois de la résistance mécanique parce que vous avez cette alternance entre les deux. Et donc dans le fil d'araignée, vous avez exactement ce genre de stratégie qui se répète à plusieurs échelles au moment où l'araignée va venir tisser sa toile. Vous allez avoir exactement le même genre de principe. Donc là, vous avez la molécule qui s'assemble en chaîne, qui s'ensemble ensuite en nanofibrilles, puis en fibres, etc., etc. Et vous avez un assemblage comme ça, très hiérarchisé de la matière dans les carapaces des crustacés qui font que c'est extrêmement résistant. Et vous avez le même principe dans vos os. Vos os, s'ils sont aussi résistants, alors que leur composition chimique est simple et que leur poids est relativement léger par rapport à leur résistance, c'est parce que vous avez cette structure hiérarchique. C'est la même chose pour le bambou. Exactement le même principe à chaque fois. Et puis c'est intéressant aussi, je vous l'ai dit, le vivant, il sait stocker le CO2. Les massifs calcaires que vous avez, par exemple, en bord de mer, à l'océan ou en Méditerranée, c'est l'accumulation de coquilles, de crustacés et de coquillages. Et ces coquilles-là, elles sont fabriquées en captant le CO2 qui est dans l'air. Et donc ça, c'est des stratégies intéressantes pour imaginer de capter le CO2. Je vous disais tout à l'heure qu'on a un enjeu de capter le CO2 aujourd'hui. Pour capter le CO2 et pour en faire, pourquoi pas, des matériaux de construction demain. Faire des biociments, comme le font les crustacés et les mollusques. Et puis bon, on a parlé déjà pas mal de chimie, mais si on prend la synthèse chimique organique en tant que telle, c'est très intéressant parce que si on regarde les grands principes de la chimie douce et de la chimie verte qui ont été énoncés dans les années 90 par les chimistes, eh bien on rejoint exactement ce que fait en fait le vivant. Donc on va utiliser des enzymes, on va essayer de passer en solution aqueuse, on va essayer de se placer à température et pression ambiante en utilisant des atomes abondants avec des faibles toxicités à long terme. De la biocompatibilité, c'est exactement ce que fait le vivant. En fond d'écran, là, c'est un aperçu des réactions chimiques à l'intérieur d'une cellule. Ça fait 1 micromètre cube. Et ça se passe à l'intérieur d'une cellule. Donc c'est une usine chimique absolument remarquable, la cellule. Et alors, Jacques Rivage, qui est là, travaille notamment, est un des pères de la chimie douce en France. Donc ça fait partie de ses très grandes compétences en biomimétisme sur ce sujet-là. Et s'est intéressé notamment, vous pourrez revoir sa conférence qui sera enregistrée demain matin. Il travaille notamment sur la capacité d'organismes marins, notamment les diatomées, mais il y a aussi des éponges qui sont capables de faire ça, de fabriquer du verre dans l'eau à température et pression ambiante. Aujourd'hui, comment on fabrique le verre ? On chauffe le sable très fort. Donc ça vous demande beaucoup d'énergie, etc. Alors que là, les organismes vivants, ils font ça à température et pression ambiante. Et donc ils ont développé un système qui s'appelle le système Sol-Gel, qui permet de fabriquer en fait comme ces organismes-là du verre à température et pression ambiante. Alors attention, on ne parle pas du verre de vitre comme ça. C'est plutôt fabriquer des revêtements, typiquement l'effet Lotus dont on parlait tout à l'heure, de faire des traitements extrêmement fins, de couches fines de verre, ou pour faire des petites capsules de verre. Et vous verrez que tout à l'heure, vous verrez du coup par internet, puisque c'est pas les mêmes étudiants qui restent, que par exemple le professeur Couvreur travaille sur mettre des médicaments dans des petites capsules de verre pour pouvoir faire du traitement très ciblé. Et bien, on pourrait très bien imaginer que ce soit fabriqué par ces procédés-là. Claude Grison, elle travaille sur la dépollution des plantes. Elle s'est aperçue qu'il y avait des plantes qui arrivaient à dépolluer les sols et qui intégraient les matières polluantes dans leur chimie. Et donc, elle a imaginé un système où on va venir recycler en fait, ces polluants en utilisant les plantes et en extrayant les composés chimiques qui sont dedans pour améliorer nos processus chimiques à nous. Dans le domaine de l'eau, évidemment aussi, sur 3,8 milliards d'années d'évolution, je pense que personne n'arrive à se représenter ce que ça représente 3,8 milliards d'années d'évolution en termes de temps. Eh bien, le vivant en a passé 3,4, donc c'est-à-dire la grande majorité de son temps dans l'eau. Donc en termes de gestion de l'eau, le vivant est extrêmement performant, tant en termes de purification, de récupération en milieu aride, on a vu l'exemple du sténocara tout à l'heure, de gestion de la surabondance, de son stockage, et puis du transport et de la distribution. Et un des exemples assez rigolos sur ses capacités justement d'interagir avec l'eau, c'est un ourson polaire, c'est un tardigrade. Et en fait, c'est un tout petit organisme, et on lui a tout fait faire. On l'a fait aller dans l'espace, on l'a mis dans des solutions, dans des milieux très peu humides, quasiment quasiment en complète déshydratation. Et en fait, il va venir se mettre en ce qu'on appelle une cryptobiose, c'est-à-dire qu'il va
faire en sorte que ces cellules s'adaptent complètement, perdent leur eau, soient remplacées par d'autres molécules, notamment typiquement du sucre. En gros, il va conserver toutes ces cellules dans du sucre, je schématise. Et il est capable de rester comme ça déshydraté à 99%, je crois, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis dès que vous le remettez dans des conditions idéales, hop, il repart. Et donc il résiste, c'est un extrémophile, il résiste aux très fortes températures, aux très fortes pressions, avec très peu d'eau, et puis il repart. Et donc ça a inspiré des entreprises de pharmaceutiques pour développer des nouveaux systèmes de conservation, typiquement des vaccins ou des principes actifs, parce qu'un des gros problèmes pour les médicaments et les principes actifs qu'on doit pouvoir délivrer dans des conditions ou dans des destinations qui ne sont pas forcément faciles, c'est la chaîne du froid. Et donc, il faut pouvoir faire de la conservation à température et pression ambiante. Et donc, le tardigrade inspire aujourd'hui l'industrie pharmaceutique. Dans le domaine de l'information, on en a parlé en introduction, le vivant, il sait très très bien gérer l'information. Il gère d'ailleurs, s'il utilise assez peu de matière et assez peu d'énergie, en général, pour résoudre un problème, c'est parce qu'il sait très bien gérer l'information. Donc il stocke très bien l'information dans les molécules, dans la chimie. Il a plein de façons de la transmettre, l'information, par voie chimique, typiquement l'olfaction, par voie électrique, par voie sonore. Il agrège la donnée, il l'analyse, il y a une capacité de l'intelligence collective, on a parlé des essaims tout à l'heure, et il y a des capteurs et des senseurs remarquables. Sur certains capteurs, on est à un facteur de 10 puissance 5 entre les sensibilités des capteurs qui sont fabriqués par l'homme et ceux qui sont fabriqués par le vivant. Donc on a beaucoup de choses à apprendre. Et puis si on monte encore d'un cran, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on comprenait de mieux en mieux les écosystèmes naturels, c'est-à-dire les interactions entre les espèces biologiques entre elles, on pourrait s'inspirer de la façon dont un écosystème naturel fonctionne, c'est-à-dire en utilisant des énergies renouvelables, en ayant des producteurs, alors typiquement l'équivalent ce serait nos manufacturiers, des consommateurs nous, des décomposeurs qui seraient les recycleurs, et que tout ça pourrait marcher assez bien et donc permettre d'éviter pas mal des problèmes qu'on a aujourd'hui de pollution et d'utilisation de ressources. Et donc ça, c'est aussi un champ dans lequel le biométisme gagne beaucoup de terrain. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, si on vous parle d'agriculture, je pense que vous voyez tous un très grand champ avec juste une espèce qui pousse à perte de vue. Alors que si vous regardez comment les végétaux poussent dans la nature, ça ne ressemble pas du tout à ça. Une forêt, une prairie n'a absolument pas besoin qu'on lui rajoute des engrais chimiques ou qu'on intervienne ou qu'on mette des pesticides pour marcher correctement. Et donc on est en train de revisiter l'agriculture aujourd'hui avec les connaissances agronomiques modernes pour plutôt développer des systèmes agricoles qui vont enrichir la biodiversité, donc on va jouer sur l'interaction qu'il y a entre les bactéries, les champignons, les vers de terre dans le sol, on va jouer entre les interactions entre les végétaux et les animaux pour développer des systèmes agricoles qui vont être beaucoup plus résilients, donc c'est-à-dire beaucoup plus adaptables au cours du temps et qui seront beaucoup plus compatibles avec nos enjeux, une fois plus aussi bien sanitaires par l'utilisation des pesticides qu'environnementaux. Dans le domaine de la ville aussi, on est en train de commencer à repenser nos villes. Nos villes, elles s'atrophient parce que vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de monde. Il y a très peu de vivants dans les villes et donc on est en train de voir comment la bioinspiration pourrait permettre de réaménager nos villes aussi. Et puis pourquoi pas penser à ce que nos économies soient aussi un peu plus résilientes. Vous savez tous qu'on a aussi des problèmes économiques et que le vivant pourrait être intéressant pour repenser certains modes d'échange et de collaboration. Et il y a des économistes qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors le biométisme c'est remarquable, mais alors pourquoi est-ce que pourquoi vous découvrez ça aujourd'hui alors que ça paraît quand même, j'espère, assez intéressant et assez prometteur? C'est parce que faire discuter les disciplines entre elles, c'est pas forcément facile quand on est formé à la biologie. En général, en plus, malheureusement, on a souvent tendance à enseigner encore beaucoup les sciences de façon très verticalisée, c'est-à-dire on va enseigner de la biologie, et puis la chimie, et puis la physique, et on a assez peu finalement de vision très transversale des choses, et c'est ça là où le biométisme est intéressant, et c'est là où aussi c'est difficile, parce qu'on n'est pas forcément formé à ça, et que le dialogue entre les biologistes et les ingénieurs n'est pas forcément facile. Donc il faut pouvoir faciliter ça. Et ça se fait par... en mettant les gens en relation les uns avec les autres, c'est-à-dire prendre l'habitude lorsqu'on a une problématique à résoudre de mettre des biologistes aux côtés des ingénieurs pour trouver des nouvelles solutions. Donc on doit développer des réseaux de compétences dans le domaine du biométisme, développer les bases de données qui vont avec, des outils informatiques pour faciliter ce dialogue entre la technologie et la biologie. Et alors, on a parlé tout à l'heure des États-Unis. Effectivement, les États-Unis et les pays asiatiques sont très en avance en termes de publications scientifiques, de dépôt de brevets. Mais en Europe, il y a surtout l'Allemagne qui s'est positionnée très fortement sur le biométisme depuis 15 ans
et donc a développé de très nombreux cursus de formation, des centres d'excellence absolument remarquables autour de ce sujet-là, et puis des réseaux à peu près homologues qui émergent un peu partout en France, dont le CEBIOS, dont je vais vous parler très brièvement. Et donc dans les centres d'excellence remarquables qu'il y a en Allemagne, à Fribourg et Stuttgart, vous avez un centre qui est dédié à l'architecture qui s'inspire du vivant. Donc comment s'inspirer des architectures des végétaux pour pouvoir repenser des nouvelles architectures qui sont radicalement différentes de celles que nous on développe aujourd'hui, tant en termes de forme que de fonctionnalité, et qui rappellent du coup beaucoup plus les stratégies stratégies de demain. Donc peut-être que c'est l'architecture du futur. En France, on a beaucoup de compétences pourtant sur le biométisme, mais c'est vrai que ça peine à prendre de l'ampleur parce qu'il manquait jusqu'à récemment d'un réseau de compétences sur ce sujet-là. On a donc environ 150 laboratoires, entre 70 et 100 entreprises qui travaillent sur le biométisme, beaucoup dans le domaine de la chimie et des matériaux, et dans l'ensemble des domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai donné des exemples de ça. Et donc jusqu'à présent, il manquait un lieu qui fédérait ces compétences-là et un réseau qui fédérait ces compétences-là. Il y a eu quelques textes de loi qui sont apparus sur le biométisme. Je ne vais pas vous embêter, de textes un petit peu institutionnels qui sont apparus sur le biométisme. Je ne vais pas vous en parler. En France, aujourd'hui, c'est surtout le ministère de l'Environnement qui s'est saisi du sujet parce qu'il voit une opportunité de résoudre des grands défis environnementaux, et j'espère vous en avoir fait l'illustration par le biais du biométisme, et puisque c'est aussi une façon de se réconcilier avec la biodiversité. Vous savez qu'il y a un énorme enjeu de protection de la biodiversité. 50% des individus représentants des espèces animales ont disparu en quelques décennies. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour l'ensemble de la biosphère et puis pour nous en particulier, parce qu'on a plein de services qui sont rendus par la biodiversité qui sont menacés aujourd'hui. Donc c'est une façon de se réconcilier avec la biodiversité. Et donc nous, on est à Senlis, à quelques kilomètres au nord de Paris. À quelques kilomètres au nord de Paris, on est en train de développer un centre qui va être dédié au biomimétisme, donc s'inspirer du vivant pour innover, et qui va fédérer des acteurs de la recherche fondamentale, des acteurs de la recherche privée. Et on fédère déjà un très grand nombre de structures qui sont liées aux entreprises, qui sont liées aux laboratoires. On travaille avec des régions entières pour essayer de pousser ce sujet du biomimétisme à l'échelle nationale, en travaillant notamment sur la problématique de l'architecture et du bâtiment, en travaillant également sur les matériaux. Donc on a pas mal d'actions sur lesquelles je ne vais pas rentrer. On essaie de développer de la formation. On a de plus en plus d'étudiants. Alors là, vous êtes encore un peu jeune, mais peut-être que dans quelques années, vous aurez envie de travailler sur le biométisme. Et aujourd'hui, on les envoie à l'étranger parce qu'on n'a pas de formation en France. Donc on est en train d'essayer de développer des formations en France sur ces sujets-là. Et puis, on essaie d'organiser régulièrement des événements. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage fortement à aller regarder notre site internet sur lequel on relaye la plupart des événements en lien avec le biomimétisme. Je vous encourage particulièrement, si ça vous intéresse, on fait un grand salon du biomimétisme, c'est notre 2e édition, à l'été. Et donc, c'est vraiment ouvert au grand public, aux étudiants, pour pouvoir découvrir ce sujet-là. Et enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à chercher sur Google Nature égale futur. Et donc, c'est une petite série d'une trentaine de films qui présentent des innovations remarquables bio-inspirées en France autour de cette thématique-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Comme vous êtes très présente sur le net, je suis sûr que tous ces jeunes vont passer le week-end à vous regarder. Bien, on va essayer de tenir les horaires, donc vous pouvez sortir calmement de la salle.